tourner vers le passé pour commencer. Après, on pourra faire un petit point pour ce qui concerne Giorgia Meloni. Elle est au pouvoir que depuis 1 an. Donc avoir du recul sur la situation, c'est un peu difficile. On essaiera quand même de faire un bilan de 1 an de Fratelli d'Italia au pouvoir. Mais on va commencer par se tourner un peu vers le passé. Dans un premier temps, en essayant de retracer un peu l'histoire de l'Italie depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, dans les grandes lignes. Et puis après, j'avais proposé aussi qu'on parle de 2 questions qui me semblaient importantes pour comprendre l'Italie actuelle. C'est la question migratoire, d'une part, et la question de la ligne Lyon-Turin, d'autre part, qui nous intéresse dans notre région. Donc voilà, on verra si on aura le temps de tout faire. Mais c'est pour vous annoncer un peu le programme. Donc je commence par peut-être des généralités, mais l'Italie est un pays jeune qui s'est formé en 1861, donc c'est un pays plus jeune que la France par exemple. Avant 1861, l'Italie était un pays profondément divisé entre plusieurs États, dominés par des présences étrangères, l'Autriche au nord, les Bourbons espagnols au sud, et c'est seulement en 1861 qu'il y a eu l'unification du pays. Donc après cette unification, il s'agissait, selon les mots de Massimo d'Azeglio, de faire les Italiens. Et donc on a eu un processus de construction de l'identité de la nation à travers des instruments qui ont été utilisés en France aussi, à travers l'école et à travers l'armée principalement, et puis la langue et la culture bien évidemment. Et donc gardons en tête que l'Italie est un pays jeune par rapport à la France. D'un point de vue économique, là aussi, on voit bien, l'idée c'est aussi de remettre une image d'un point de vue économique et social. Une des caractéristiques de l'Italie, c'est d'avoir des disparités régionales importantes qui demeurent aujourd'hui et qui remontent au moins à cette période de l'unification italienne, avec un nord qui s'est industrialisé rapidement. On parle du triangle industriel entre Milan, Turin et Gênes. L'Italie s'est industrialisée plus tardivement par rapport au Royaume-Uni, par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne, mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'Italie commence à s'industrialiser, et surtout donc, dans ces villes du triangle industriel du nord-ouest. Pourquoi? Grâce à la proximité avec l'Europe, grâce à en raison de raisons politiques aussi, puisque l'unification de l'Italie est partie du Piémont. C'est là que Turin était la première capitale italienne. Et puis pour des raisons aussi géographiques, de géographie physique, le nord de l'Italie, c'est la seule partie du pays où il y a une grande plaine, ce qui donne de l'espace, la plaine du Pô, sur le plus grand fleuve italien, et ce qui permet d'avoir de l'espace pour croître économiquement, faire les premières industries qui dépendaient de l'eau, de l'énergie hydroélectrique. C'est pour ça qu'on a cette zone très riche au nord. Dans le sud, en revanche, là aussi, dès l'unification de l'Italie, c'est une zone qui est plus pauvre, qui a une agriculture qu'on appelle latifundista, c'est-à-dire basée sur des grandes propriétés terriennes, des grands propriétaires terriens qui emploient des paysans pauvres qui travaillent les terres, et donc c'est un pays qui va rester, c'est une zone qui va rester pauvre pendant de nombreuses années et qui va créer ce déséquilibre entre le nord et le sud. Et ça a son importance dans l'histoire italienne. En ce qui concerne le régime politique, dès l'unification de l'Italie, l'Italie est une monarchie parlementaire, avec le premier roi qui s'appelle Victor Emmanuel II, qui va être le premier roi italien. Et l'Italie va rester une monarchie jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 1946, c'est le référendum où on demande aux Italiens de choisir entre la République ou la monarchie. Et étant donné que la monarchie avait en quelque sorte soutenu le régime fasciste de Mussolini, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens choisissent la République. C'est pour ça qu'on est avec un régime républicain en Italie à partir de 1946. Je survole un peu la première moitié du XXe siècle, qui sont des choses qu'on connaît un peu plus en France, à la période du fascisme, des guerres mondiales, pour en arriver justement à cette période de l'après-guerre. Là aussi je passe un peu plus rapidement. L'après-guerre, comme en France, on a d'importantes destructions, donc il y a des problèmes économiques, et c'est le moment où on va essayer de repenser à comment relancer le pays économiquement, ce
qui va marquer beaucoup l'Italie à cette période, c'est la guerre froide. L'Italie est un des pays centraux de la période de la guerre froide, qui est stratégiquement très important. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Vous voyez, là aussi, la géographie est importante. L'Italie se trouve au centre de la Méditerranée. Juste à la frontière est, on a le rideau de fer qui sépare l'Italie de la Yougoslavie. Donc on a une proximité avec le bloc soviétique. Une deuxième raison, ça va être que cette zone de la Méditerranée, l'Italie va former une sorte de porte-avions en Méditerranée, et ce qui va être important pour l'OTAN, notamment. Donc, stratégiquement, c'est des routes qui vont mener au Moyen-Orient ou à l'Afrique, donc l'Italie est importante pour les États-Unis, aussi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et pour l'OTAN. Troisième raison, la présence d'un parti communiste très fort. Là aussi, c'est des choses vous savez peut-être, comme en France, France et Italie, c'était les deux pays qui avaient un parti communiste très fort. Donc c'était une crainte de la part des États-Unis et puis du bloc occidental que le parti communiste puisse prendre le pouvoir en Italie. Et c'est ces équilibres entre ces jeux entre un peuple qui est très à gauche en Italie, qui va soutenir le parti communiste, et puis de l'autre côté, on va avoir plutôt un soutien à un autre parti très important qui est la démocratie chrétienne en Italie, et c'est cette opposition entre le parti communiste et la démocratie chrétienne qui va structurer la vie politique italienne pendant 40 ans, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 80-90. Donc l'importance de l'Italie dans le contexte de la guerre froide, c'est ce qui va marquer ces deux modèles politiques et culturels. D'un côté, la démocratie chrétienne, donc la présence de la religion catholique, les liens avec le Vatican, et de l'autre, le PCI le PCI de Togliatti, qui au départ va être influencé par Staline. Il y aura le mythe de Staline qui va être très présent, puis petit à petit on va avoir une prise d'indépendance de la part de ce PCI de Togliatti, et c'est ce qu'on va appeler la voie italienne au socialisme. Donc il va y avoir une élaboration propre de la part du Parti communiste italien. Ces deux modèles ne sont pas seulement des modèles politiques, c'est aussi des modèles culturels qui vont influencer la vie quotidienne des Italiens, que ce soit à travers les lieux de convivialité, les vacances pour les enfants, les syndicats. C'est deux modèles culturels qui vont structurer vraiment la vie des gens et qui vont être vraiment opposés. Donc c'est cette opposition-là, de nouveau, qui va marquer ces années-là. Là, c'était un exemple aussi que vous voyez avec... Vous voyez pas que c'est les élections de 1948 avec deux types de manifestes politiques. D'un côté, le postal manifeste de la démocratie chrétienne, qui va attaquer et représenter le parti communiste. Mère, sauve tes enfants du bolchevisme, et donc vote la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne est un rempart contre la menace communiste. Et de l'autre côté, on a les communistes qui représentent la démocratie chrétienne comme des pantins de l'Amérique, des États-Unis. Donc, de nouveau, un endroit d'Italie où on a ces deux modèles culturels de la guerre froide qui sont opposés. On est aussi dans les années 50, une période avant ce qu'on va appeler le miracle économique. Là aussi, le terme n'est pas pris au hasard. En France, on parle de 30 glorieuses. En Italie, ce n'est pas pour rien qu'on parle de miracle. Avant le miracle économique, on est dans les années 50. Les années 50 sont des années très dures pour l'Italie. On est encore dans une période d'inflation forte, de pauvreté, de chômage. Il y a beaucoup de répression envers les travailleurs, envers les paysans, beaucoup de morts dans les manifestations, des grèves qui sont réprimées. Donc c'est une période dure d'un point de vue social. Comme l'a dit Eric, je m'intéresse au lutte ouvrière, donc c'est des questions sur lesquelles j'ai travaillé. C'est des périodes qui ne sont pas faciles d'un point de vue économique et d'un point de vue social. Qu'est-ce qui va changer au milieu des années 50 à peu près, on commence à avoir ce miracle, c'est le début du miracle économique italien. Comme en France, qu'est-ce que c'est que ce miracle? C'est une augmentation du PIB très forte. On estime en général que le miracle économique italien va jusqu'en 1973. 1973, le choc pétrolier, la crise économique qui s'ensuit. Donc, en Italie, on a cette période de forte croissance économique qui va être liée à plusieurs facteurs. D'une part, on va avoir des investissements massifs de la part de l'État et de la part des entreprises.
On va avoir également le début de l'intégration dans le marché commun européen, qui là aussi va faciliter les exportations italiennes. Et ce qui va faciliter aussi les exportations italiennes, c'est le fait que les salaires en Italie sont très bas. Et donc ça rend les produits sur le marché très compétitifs. Et c'est ce qui va permettre, et ça c'est un des grands moteurs du miracle italien, c'est cette compétitivité sur le marché international qui fait que les produits italiens se vendent très très bien, et grâce à ces salaires bas de l'Italie et des travailleurs italiens. Et puis autre point, toujours d'un point de vue social, c'est le moment où on va avoir ce développement de ces trois grandes villes, Milan, Turin et Gênes. Gênes, c'est le port, qui va permettre l'exportation des produits. Et ça, d'où vient la main-d'œuvre de ces usines? Souvent du sud du pays. On va avoir un premier mouvement migratoire qui va être du sud vers le nord, et on va avoir un deuxième mouvement qui va être l'exode rural des campagnes vers les villes. On a ces deux mouvements de population qui va permettre d'alimenter les usines, d'avoir quasiment une situation de plein emploi, donc qui va alimenter, qui va nourrir ce miracle économique. Là aussi, ça, cette photographie-là de Oliano Lucas, un grand photographe de ces années, qui illustre très bien la situation des migrants internes qui arrivent dans les villes du Nord. On est devant le gratte-ciel Pirelli à Milan. Pirelli, c'est cette entreprise qui fabrique des pneus. Et donc on voit cette petitesse du migrant sarde qui, devant la modernité représentée par ce gratte-ciel, et lui qui arrive avec son carton, et en fait ces migrants-là, où est-ce qu'ils allaient vivre? C'est toujours la même chose. Ils allaient s'entasser dans les baraquements, dans les bidonvilles qui allaient autour des villes, avant que ça devienne des constructions en dur, et donc ils vivaient dans les périphéries de Milan, de Turin notamment. Donc, et puis ils subissaient bien évidemment le racisme de la population du Nord. Vous savez qu'en Italie on a des dialectes, qu'on a des différences régionales, l'unification, je vous l'ai dit, c'est fait tard, donc on a du racisme aussi des gens du Nord envers les gens du Sud. Et parfois des problèmes de compréhension également d'un point de vue linguistique. Ici, alors c'est pas Fiat, mais c'est l'Alfa Romeo, un autre symbole du miracle économique, c'est la voiture. La Fiat est plus connue, mais la voiture c'est le symbole du boom économique, c'est la vitesse, c'est la liberté, c'est le pétrole. Donc on a ce symbole et cette production en masse des voitures italiennes. Et puis ici, c'est dommage qu'on ne les voit pas, mais c'est des femmes qui travaillent dans une industrie de Zanussi, de Pordenone. Cette zone-là fabrique beaucoup d'électroménagers, et l'Italie va aussi être une grande productrice de tous ces nouvelles machines qui vont symboliser la modernité des années 60, 60 et 70. Ça me semblait trois images un peu symboliques de ce qu'a été le miracle économique. Bien évidemment, on parle du miracle, on parle des succès, on parle du progrès. Je n'ai pas évoqué la question de la télévision qui commence à s'imposer dans tous les foyers, donc qui permet là aussi une unification linguistique, de ces nouveaux produits qui arrivent des États-Unis, la nouvelle mode, la jeunesse qui commence à former une génération à part entière. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait considérer comme positives, mais il y a bien évidemment une face cachée aussi de ce miracle. Quelle est cette face cachée, ou quelles sont ses facettes? La question de l'urbanisation sauvage, qu'il y a pu y avoir en Italie, il y en a en France bien évidemment aussi, mais en Italie ça a été particulièrement marqué, la bétonisation des plages, des villes, le peu de soins apportés aux œuvres d'art qu'il y a dans tout le pays. On peut penser à Palerme par exemple, Palerme qui a été saccagée dans les années 60. Donc ça c'est une des premières de ces faces cachées. La criminalité et la corruption, dès qu'il y a de la richesse qui arrive, en général il y a ces à côté-là également. Et puis le problème de la pollution et de la nocivité industrielle qui va marquer l'histoire italienne tout particulièrement. Est-ce que vous pensez à Seveso par exemple? Seveso qui a donné son nom à une directive sur les accidents industriels. Ça vient de cet accident industriel qu'il y a eu à côté de Milan en 1976 et qui a provoqué une pollution à la dioxine dans toute la zone, dans tous les alentours de l'usine. Donc on a ces deux aspects-là, sans compter bien évidemment les maladies des travailleurs eux-mêmes qui travaillent dans les usines, qui étaient au contact de substances toxiques, qui travaillaient très dur. Donc on a ces à côté-là. Le miracle n'est pas que positif, il y a aussi tous ces aspects négatifs auxquels il faut penser. Puis on arrive à ces années pour lesquelles
l'Italie est très connue, hein, les années, on parle d'années de plomb souvent, qui est un terme qui ne plaît pas beaucoup, qui est un terme qui focalise l'attention sur la question de la violence politique. Le plomb, c'est celui des armes, et donc on a tendance à renfermer l'Italie dans cette image de violence politique qui aurait marqué les années, qui a marqué les années 70, mais ces années-là n'ont pas été que des années de violence. Hein, ça a été des années, en repartant, hein, plutôt dans les années, à la fin des années 60, l'Italie a eu un très fort mouvement ouvrier d'abord, avant même le mouvement étudiant, hein, c'était ces ouvriers qui prenaient conscience qu'ils étaient eux-mêmes le moteur de cette économie et qu'ils étaient exclus finalement de cette richesse du pays, hein, donc qui commencent à revendiquer plus de droits, qui commencent à revendiquer davantage de salaire, davantage de participation aussi, ne pas être les pions de décisions prises par d'autres, mais de vouloir être les protagonistes de leur vie. Ensuite, on a le mouvement étudiant qui s'est greffé au mouvement ouvrier. Là, on parle plutôt de 68, c'est à partir de 68 que le mouvement étudiant commence à se faire entendre. Là aussi, pour des revendications de salaire, on revendiquait un salaire étudiant, d'un changement dans les programmes concours. Donc là aussi, on a cette mobilisation, et ce qui va être particulier de l'Italie, c'est que ces deux mouvements, ouvriers et étudiants, vont se greffer, vont se rencontrer. Chose qui s'est moins passée en France. Hein. On n'a pas eu cette convergence des luttes comme on a pu avoir en Italie, hein, très présente, une alliance qui a permis d'obtenir de nombreuses victoires. Pour les ouvriers, on peut penser à celle des victoires de l'automne 1969, c'est des grandes luttes qu'il y a eu en Italie, les plus grandes de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui ont permis aux ouvriers italiens d'obtenir leurs droits. C'est ce qu'on a appelé lo statuto dei lavoratori, hein, le statut des travailleurs, où finalement leurs droits étaient reconnus. Hein, le droit de se réunir en assemblée dans les usines, le droit de contrôler l'environnement de travail, etc., etc. Donc des victoires pour ces groupes sociaux. Et puis, on a eu le mouvement féministe italien, mouvement très important également, hein, qui d'un point de vue théorique notamment a marqué l'histoire du féminisme occidental. Hein, les Italiennes ont été des avant-gardistes de ce point de vue-là, d'un point de vue théorique, je le disais. Et puis, il faut penser que les Italiennes étaient dans un pays catholique, donc il y avait beaucoup de droits qui étaient, fallait se battre peut-être encore davantage que dans d'autres pays, et elles ont obtenu notamment le droit au divorce, et le droit à l'avortement un peu plus tard. Donc des victoires là aussi, enfin, c'est pour ça qu'on peut parler d'années de rêve et pas seulement de jour. En 1973, je l'ai anticipé, c'est la fin du miracle. C'est la crise pétrolière, l'entrée dans une période de récession économique. En Italie, ça va être marqué par des mesures d'austérité importantes, maintenant on sait ce que ça veut dire. Aussi des mesures d'austérité importantes, et on va avoir un basculement dans le contexte général du pays à partir de 1973, qui va être aussi lié à ce qu'on a appelé en Italie la stratégie de la tension. La stratégie de la tension, c'est cette période d'attentats qu'il y a eu en Italie. Peut-être que vous avez entendu parler de l'attentat de Piazza Fontana. On est juste après cette période de lutte dont je vous ai parlé, de lutte ouvrière de 1969. Et le 12 décembre 1969, une bombe explose dans la banque de l'agriculture de Milan, faisant 17 morts, près de 80 blessés, un attentat très meurtrier. Alors immédiatement on va accuser les anarchistes, et puis finalement, hein, petit à petit, les enquêtes vont mettre au jour que c'était les groupes d'extrême droite, hein, qui avaient posé cette bombe et fait ces morts. Ça va être le début de cette saison, marqué par plusieurs attentats à la bombe de la part des groupes d'extrême droite pendant le début des années 70. Et puis à partir de 73, donc, de la crise économique, du coup d'État de Pinochet au Chili, qui va influencer l'Italie aussi, on va avoir une sorte de basculement, et ça va être plutôt les groupes d'extrême gauche qui vont s'orienter vers la lutte armée. Donc on aura moins de violence de la part de l'extrême droite à partir de cette période-là, et plus de violence de la part de l'extrême gauche. L'extrême droite mettait des bombes, touchait, le type de violence, c'était des attentats à la bombe qui touchaient le public, des passants, etc. L'extrême gauche va plutôt se focaliser sur des assassinats politiques,
d'abord en enlevant des personnes, après ils vont pratiquer ce qu'on appelle la gambizzazione, c'est-à-dire tirer dans les jambes des gens, et puis ils vont aussi tuer des journalistes ou des magistrats jusqu'à la période, l'événement le plus connu qui est l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro par le groupe armé, c'est pas le seul, il y en a eu beaucoup, mais le groupe armé de gauche le plus connu, les Brigades Rouges. On est en 1978. Là, ça va être un autre choc. Derrière, vous avez la photo des maxi-procès qui ont été faits contre les Brigades Rouges, on est en 1976. Donc 2 ans après l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro. Et ça va être un tournant dans la politique italienne, dans le climat social du pays, et qui va bouleverser finalement la société italienne. C'est un grand retentissement, l'assassinat et le meurtre, l'enlèvement et le meurtre d'Aldo Moro. C'est en raison, en tout cas ça a contribué, cette exacerbation de la lutte armée. On a aussi un changement de période, cette période de crise économique de 73 va se prolonger. On est dans une période de restructuration des usines, ce qui veut dire que là aussi, une période de repli finalement du mouvement ouvrier qui avait été si fort pendant les années 60 et au début des années 70. Et donc on a un changement d'époque, dans le monde occidental en général, en Italie également, que Félix Guattari a appelé les années d'hiver, parce que c'est la fin de la saison des mouvements et le début de la saison néolibérale, marquée au Royaume-Uni par Margaret Thatcher, aux États-Unis par Ronald Reagan, et puis en Italie par une nouvelle saison politique avec l'arrivée au pouvoir des socialistes, et notamment de Bettino Craxi. C'est l'homme qui va marquer les années 80. Cette image, elle est symboliquement intéressante. On est à Turin, et on est en 1980, et c'est la marche des 40 000. Qui sont ces 40 000? Ce sont des cadres. Vous voyez, c'est plus... je vous avais pas mis l'image, mais là, on avait une manifestation ouvrière, là aussi de la Fiat, et ici, on voit, c'est des gens en costume, cravate, donc c'est une manifestation de cadres, et en fait, c'est des cadres qui manifestent contre les grèves. Et donc, ça va être important, d'un point de vue symbolique, d'avoir 40 000 personnes qui manifestent pour un arrêt des grèves ouvrières, un arrêt du mouvement ouvrier, une sorte de contre-manifestation qu'on peut avoir, et il a écrit « Nous voulons la négociation et non la mort de la Fiat ». Donc on va être plutôt loin de l'intransigeance que pouvaient avoir les mouvements ouvriers. On va avoir ce symbole de cette marche des 40 000 qui va mettre fin finalement à la saison des mouvements. Ces années d'hiver sont marquées, avant les années 92-93, sont marquées par le passage d'une violence politique, donc des groupes d'extrême droite, d'extrême gauche, à l'importance de la violence mafieuse, qui va commencer à être de plus en plus présente dans les médias, et puis de plus en plus cruelle, de plus en plus visible, de la part notamment d'une des mafias italiennes, Cosa Nostra, donc c'est la mafia sicilienne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des guerres de mafia, notamment liées au fait que l'héroïne commence à être produite en Sicile, et ça va ramener une quantité d'argent tellement énorme qu'il va y avoir des guerres entre les mafieux, les différentes familles mafieuses, pour prendre le pouvoir et pouvoir utiliser cet argent. C'est le groupe qui va prendre le pouvoir dans Cosa Nostra, c'est provient de Corleone. Si ça doit vous parler, Corleone, cette famille des Corleonetti, qui est guidée par Totorina, et qui va être le chef de la mafia de la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, il est arrêté en 93. Ce qui va être retentissant, après avoir tué magistrats, hommes politiques, journalistes pendant les années 80, ça va être les attentats qu'il va y avoir contre les deux juges, Falcone et Borsellino. On est en 92, Falcone est tué au mois de mai, Borsellino au mois de juillet, donc là, 1 ou 2 mois près.
et avec des attentats spectaculaires. Là, on est sur l'autoroute, juste à côté, sur la tangentiale et sur le périphérique à côté de Palerme. Donc, ce qui va, il y a toute une zone du périphérique qui a été faite exploser donc, pour tuer Falcone. Falcone et Borsellino qui avaient commencé à s'attaquer à la mafia de manière sérieuse, en faisant des lois anti-mafia plus efficaces, en créant aussi ce qu'on appelle les carceri duro, une prison aussi plus qui empêchait en fait que les mafieux aient des contacts avec l'extérieur, donc ce qui permettait de les mettre hors d'état de nuire entre guillemets, et donc ils ont été tués pour cette activité anti-mafia très forte qui n'avait jamais été finalement mise en œuvre avant eux. Donc ça aussi, ça a marqué un tournant. On est en 92, donc 94. C'est un tournant donc, pour cette question de la violence mafieuse, mais pour d'autres raisons également. Une autre raison de ce tournant, c'est bien évidemment la fin du bloc soviétique. Ce qui va marquer pour l'Occident et pour un pays comme l'Italie, qui avait été aussi influencé par le communisme, ça va constituer une fracture, un tournant également. Et puis ce qui va marquer l'Italie aussi de cette période-là, c'est ce qu'on a appelé Tangentopoli. Tangentopoli, ou qu'on a appelé aussi l'opération main propre, c'est là aussi grâce à des magistrats qui vont commencer à enquêter sur la corruption politique, ou en tout cas d'abord la corruption entre le monde des affaires et la politique. Et ils vont commencer à mettre en évidence que tous les partis politiques, de la démocratie chrétienne jusqu'au Parti socialiste, utilisaient ou corrompaient et obtenaient des financements illégaux de leurs partis politiques. Ce qui va bouleverser là aussi le panorama politique italien en créant une fracture telle qu'on va parler de passage d'une première à une deuxième république, ou à une seconde république plus exactement. Donc il n'y a pas eu de changement institutionnel, on ne peut pas réellement parler de passage, de changement d'institution, mais ça va être un choc tellement grand qu'on va parler dans les médias notamment de seconde ou de deuxième république italienne. Ce qui va provoquer, ce que ça va provoquer cette période de Tangentopoli, outre les vagues de suicides qu'il va y avoir parmi les entrepreneurs qui, mis en prison, se suicidaient ou étaient pris la main dans le sac avec des valises de billets et là aussi choisissaient de se tuer plutôt que d'aller en prison. Ça va aussi provoquer la fin de tous les partis traditionnels de l'Italie. C'est la fin du Parti socialiste. Le Parti communiste avait s'était déjà transformé avant. La fin de la démocratie chrétienne, parti qui avait dominé l'Italie pendant 40 ans. Et donc, on a une sorte de table rase d'un point de vue politique, et c'est là que vont émerger de nouveaux sujets. De nouveaux sujets. D'une part, c'est le moment, la toute fin des années 80 et le début des années 90, c'est la naissance de la Ligue du Nord, avant de parler de Silvio Berlusconi. La Ligue du Nord, c'est ce parti qui est actuellement dans la coalition au pouvoir, qui est présent dans le panorama politique italien depuis cette rupture de 92-93. Ligue du Nord, qui est un parti autonomiste, qui voudrait une séparation entre le nord et le sud de l'Italie. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le sud sont des assistés, qu'ils sont trop pauvres, que l'Italie est à la traîne à cause de la pauvreté du sud, et donc il faudrait que le nord de l'Italie se sépare du sud du pays pour être autonome et être riche, et tout irait bien. Ce racisme envers les gens du Sud se transpose envers les extra-communautaires, ce qu'on appelle maintenant les extracomunitari. Donc c'est non seulement du racisme envers les gens du Sud de l'Italie, mais aussi de la xénophobie envers les étrangers, et en particulier les étrangers qui ne sont pas blancs. Cette Ligue du Nord se présente initialement, outre ses caractéristiques que je viens de vous citer, comme un parti de la moralité. Comment il se présente? Comme le parti nouveau qui va, après Tangentopoli, qui va redonner une dimension morale, un caractère moral à la vie politique. Donc c'est comme ça qu'il se présente. En tant que nouveau sujet, on sait comment ça marche, on est un nouveau sujet, la nouveauté, on n'a pas un bord de casserole, donc on va commencer à avoir un certain succès, surtout dans le bouleversement qu'il y avait eu avec Tangentopoli.
Deuxième protagoniste, deuxième personnage qui va marquer la vie politique italienne, Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, donc, qui est mort cette année, est l'un de ceux qui a marqué 20 années de la vie italienne. On avait pu parler du ventennio fascista, on pourra parler du ventennio berlusconiano, c'est le même type de période. Comme dans le cas du fascisme, 20 ans, c'est très long. 20 ans, c'est une génération. Et comme le fascisme avait marqué une génération d'Italiens, Silvio Berlusconi et le pouvoir de Berlusconi en Italie a marqué une génération, au moins, d'Italiens. Qui est Berlusconi? C'est un homme, un entrepreneur qui a été noté, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Donc, dans le secteur immobilier, Berlusconi, c'est celui qui a créé notamment des zones au sud de Milan, Milano 2, Milano 3, donc qui s'est notamment distingué dans la fortune immobilière, dans la construction de nouveaux quartiers. Il a aussi été dans le domaine du sport. Berlusconi, c'était le propriétaire du Milan, de l'AC Milan, donc influence là aussi importante dans un pays comme l'Italie où le championnat avait une résonance internationale. Il a été dans la publicité, il était dans les médias. Il était très ami de Craxi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui était qui a gouverné, qui était dans le Parti Socialiste. Il était très ami, et c'est sous Craxi qu'on a eu cette privatisation de la télévision qui a permis à Berlusconi d'avoir beaucoup de pouvoir grâce à ces nombreuses télévisions. Il opère à travers différentes sociétés, Fininvest, Mediaset, Mondadori, il est aussi dans l'édition, donc médias, sport, édilite, construction, donc un empire, et c'est l'un des hommes les plus riches d'Italie, et qui a été l'un des hommes les plus riches d'Italie pendant très longtemps. Il emprunte à ses investissements dans le sport, c'est pour ça que je parle de société du spectacle, quand il va entrer en politique, il va parler de discesa in campo, comme s'il descendait sur le terrain, il entre sur le terrain, et puis le même nom de son parti, Forza Italia, est repris à la Coupe du Monde qu'avait gagné l'Italie en 1982, donc c'était le slogan de l'équipe d'Italie, donc il joue beaucoup sur ces aspects de foot sportif pour attirer les électeurs. Il va gagner les élections en 1994, après sa discesa in campo, et il va s'allier avec la Ligue du Nord. Donc on va avoir un premier gouvernement Berlusconi avec une coalition Ligue du Nord, Forza Italia, qui va durer peu de temps finalement, ce premier gouvernement, notamment à cause des oppositions des syndicats. Berlusconi et son gouvernement voulaient faire une réforme des retraites, ça nous rappellera quelque chose. Les syndicats sont descendus dans les rues et avec la pression qu'il a pu avoir, le fait que la Ligue du Nord après finalement l'a un peu laissé tomber, et son gouvernement tombe en début, à l'hiver 94-95. Un premier gouvernement qui dure peu de temps, mais finalement il va revenir au pouvoir quelques temps plus tard, en 2001. Il va revenir au pouvoir, et puis on va avoir plusieurs gouvernements Berlusconi, qui vont marquer la vie politique italienne jusqu'en 2011. Qu'est-ce qui va marquer ces années-là? D'une part, l'unification de la droite. Il va réussir à allier la Ligue du Nord, mais aussi un autre champ de la vie politique, qui est Alleanza Nazionale, c'est-à-dire le parti néofasciste. Donc on va avoir une coalition qui va de la droite à l'extrême droite. En italien on appelle ça il centrodestra, mais un peu plus loin que le centre droit, puisqu'avec cette alliance de deux partis comme la Ligue du Nord et Alleanza Nazionale, et on va avoir une sorte de normalisation de l'extrême droite, ce qui nous permet de comprendre où nous en sommes aujourd'hui également, grâce à ces alliances, à ces différents gouvernements Berlusconi. Une droite donc décomplexée, ça vous rappellera quelque chose, avec des nombreux procès contre Berlusconi. Il n'a quasiment jamais été condamné de manière définitive, puisqu'il a toujours réussi à s'en sortir, ou parce qu'il avait des très bons avocats, ou parce qu'il corrompait, ou parce qu'il trouvait des vices judiciaires. Donc il s'en est toujours quasiment sorti, à part une condamnation définitive, je crois, en 2013.
Et puis cette opposition entre les magistrats et les hommes politiques, qui demeure là aussi aujourd'hui. On est toujours héritier des magistrats qui vont être accusés d'être à gauche, les toghe rosse, ça c'était Berlusconi qui en parlait, et on en est toujours là aujourd'hui, ça reste dans le débat du gouvernement Meloni d'aujourd'hui. Il va aussi amener une gestion entrepreneuriale de l'État. L'État doit être géré comme une entreprise. Et puis on va avoir aussi on va enlever l'idéologie du jeu politique. C'est-à-dire ça ne va plus être comme on avait pu avoir avec la démocratie chrétienne et le Parti communiste, des idéologies qui vont gouverner la politique. Il n'y aura plus du tout ça, ça va plutôt être des querelles de personnes. Ça va là aussi individualiser le pouvoir, ce qu'on n'avait pas du tout au moment de la démocratie chrétienne, ou beaucoup moins, et du Parti communiste. Et la gauche va être entraînée dans ce processus-là. Elle va suivre Berlusconi, elle n'a pas le choix. Donc on va avoir cette transformation des partis de gauche également. Berlusconi va mener une politique néolibérale fondée sur les privatisations, sur une libéralisation du marché, sur des baisses d'impôts, et sur une précarisation du travail, là aussi, ce qui permet d'expliquer où en est l'Italie aujourd'hui. J'en arrive à la question de l'Italie et l'Union européenne. Pour revenir sur cette crise économique qu'il y a pu avoir dans les années, la crise de 2008, et puis qui va avoir des grandes répercussions en Italie en 2011 notamment. L'Italie, dans ses rapports avec l'Union européenne, ont toujours été plutôt très bons depuis la création de l'Union européenne. On avait un De Gasperi, qui était le président de la démocratie chrétienne, qui a été un Européen convaincu. Le traité de Rome a été donc signé à Rome en 1957. L'Italie est parmi les 6 nations fondatrices. Elle a obtenu de la part de l'Europe des aides importantes, notamment les aides pour aider les régions qui avaient des problèmes économiques. Donc on a eu des aides aussi économiques de la part de l'Europe, puisque pensez au port calabrais de Gioia Tauro, qui a reçu des fonds européens et qui est devenu un des plus importants ports de containers sur la Méditerranée. Mais on va avoir, plutôt qu'un euroscepticisme, parce qu'on parle souvent d'euroscepticisme pour l'Italie, plutôt qu'un euroscepticisme, on va avoir des déceptions qui vont s'enchaîner. La première déception, ça va être, là aussi, un peu comme en France, l'euro. C'est-à-dire l'entrée de l'euro qui, vous le savez, était alignée sur le mark allemand. Donc les pays qui avaient une monnaie plus faible ont vécu une période d'inflation forte, ce dont on se souvient. Et l'Italie, ça a beaucoup marqué l'Italie, et ce qui a été une première déception, une première déception par rapport à l'Europe. La deuxième, c'est la crise de 2008, qui va marquer les pays de la Méditerranée, la Grèce d'abord. La Grèce, qui va être le premier pays européen touché par cette grave crise économique, mais vont suivre l'Espagne, l'Italie, le Portugal, au point qu'on a même trouvé un terme pour ces pays du sud de l'Europe, on les appelle les pigs, avec ce mépris qu'il peut y avoir dans la terminologie elle-même, donc ces pays du sud qui seraient moins vertueux économiquement que ceux du nord. L'Italie fait donc partie de ces pays. Elle connaît une grave crise d'endettement qui a été liée au choix des gouvernements, et pas au choix des Italiens, c'était les choix des gouvernements qui s'étaient endettés, ou par la corruption, ou par des choix politiques qui étaient basés sur la dette. Et lors d'un G20 en 2011, c'est Berlusconi qui est encore au pouvoir, et l'Italie va être mise sous tutelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Par l'Union européenne, par la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des gens qui surveillent les comptes de l'Italie, qui vont y aller tous les 4 mois, tous les 5 mois, pour surveiller ce que fait l'Italie, mise sous tutelle. Autre point, ça va être la fin de Silvio Berlusconi, également en 2011. C'est à ce moment-là qu'il est désavoué, il n'est plus soutenu. C'est à l'époque Sarkozy et Merkel qui s'opposent au fait que Berlusconi continue à être président du Conseil en Italie. Berlusconi est obligé de donner sa démission, et on a le premier gouvernement, enfin c'est pas le premier parce qu'il y en avait un dans les années 90, mais un deuxième, disons, gouvernement technique, mené par Mario Monti. Technique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas été élu,
Mario Monti n'a jamais été élu, et qu'il est mis à ce poste-là parce qu'on considère que c'est un technocrate, c'est-à-dire qu'il a des compétences de gestion pour soulever l'Italie de cette condition économique. Donc premier gouvernement Monti, qui va appliquer des mesures d'austérité, couper dans le budget, couper les financements sociaux, couper les fonds publics, pour réaligner le budget et faire en sorte que l'Italie rentre dans les cadres de l'Union européenne, ce qui va mener une grave crise économique pour les Italiens. L'image que je vous ai mise, c'est celle d'un artiste qui s'appelle Maurizio Cattelan, qui a, en 2011, installé cette statue devant la bourse de Milan, donc avec cette main, dont les mains qui pourraient être celles du salut fasciste, c'est une des interprétations qui est donnée, et qui peut un peu représenter par dérision le geste que fait la bourse envers le monde, ça parle d'elle-même, et qui est toujours d'ailleurs à Milan aujourd'hui, donc c'est un reste, si vous voulez, de cette crise économique qui a marqué le pays. Démission donc de Berlusconi, Monti, je passe un peu plus rapidement sur ces années 2010, c'est le moment où on va avoir l'émergence de deux nouveaux sujets, un corps politique, d'une part le mouvement 5 étoiles, là aussi ça me dit quelque chose, qui est né autour d'un comique qui s'appelle Beppe Grillo, qui est un mouvement qui est né plutôt de mouvements sociaux, qui s'est politisé, qui s'est institutionnalisé, qui est devenu un parti politique, qui était, alors qui se voulait ni de gauche ni de droite, c'était à la mode à l'époque, et qui a misé sur des questions écologiques, sur des questions de l'eau comme bien public, c'était une question qui circulait beaucoup, il y a eu des référendums sur la question des budgets 2010, et qui a commencé à gagner en popularité jusqu'à ce que le mouvement 5 étoiles gagne les élections de 2018 et se retrouve à faire une coalition étrangement avec la Ligue du Nord. Donc on a une coalition un peu particulière entre ces deux partis considérés comme eurosceptiques et qui vont faire un premier gouvernement ensemble entre 2018 et 2020. Premier gouvernement Conte, entre 2018 et 2019. Donc, il va y avoir deux gouvernements Conte, le premier avec la Ligue du Nord et puis le deuxième avec le Parti démocrate. C'est aussi Conte, donc Giuseppe Conte, qui va être au pouvoir pendant la crise du Covid, qui a, là aussi vous vous en rappellerez, touché l'Italie. Mouvement 5 étoiles, donc, qui après, ces dernières années, a un peu perdu en popularité. Après la chute de ce gouvernement Conte, donc avec une alliance entre le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles, on a eu un deuxième gouvernement technique, celui de Mario Draghi. Donc Mario Draghi, qui était un ancien directeur de la Banque centrale européenne, qui est resté au pouvoir pendant 1 an, et qui a lui aussi gouverné avec une coalition très large, où il n'y avait globalement qu'un seul parti dans l'opposition, et c'est le parti qui est au pouvoir à présent, qui est Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia est né quand Berlusconi, en 2011, a donné sa démission et qu'il est sorti du jeu politique. C'est à ce moment-là que une partie de ce groupe, de ce mouvement néofasciste, qui était coalisé avec Berlusconi, va créer ce petit nouveau parti, Fratelli d'Italia, grâce au financement de Berlusconi. Ce parti n'a pas ce nom-là par hasard, Fratelli d'Italia, c'est l'hymne italien, l'hymne di Mameli, donc on voit l'ancrage nationaliste que peut avoir ce parti. Giorgia Meloni avait déjà été ministre dans un gouvernement de Berlusconi, ça avait été l'une des plus jeunes ministres de l'histoire politique italienne. À 31 ans, elle était ministre de la Jeunesse dans le gouvernement Berlusconi de 2008 à 2011. Donc en 2011, elle sort de cette coalition, Berlusconi démissionne, elle forme ce parti Fratelli d'Italia. C'est un parti qui va avoir très peu d'électeurs pendant une dizaine d'années, qui va être en dessous des 5%. Et puis, étant
le seul parti dans l'opposition pendant le gouvernement Draghi, finalement, hein, et avec cette rhétorique xénophobe, anti-immigration, qu'elle va continuer à porter dans l'hémicycle notamment, hein, elle va gagner en popularité, en particulier durant ce gouvernement Draghi, et c'est donc Giorgia Meloni qui va être élue présidente du Conseil l'année dernière. Alors les élections ont lieu en septembre, elle va être élue en octobre, enfin elle va prendre le pouvoir en octobre, après une campagne électorale très courte, qui a eu lieu au mois d'août, début septembre, donc période de vacances. Ça n'a pas été une vraie campagne électorale, il y a eu très peu d'événements électoraux dans le pays, et donc c'était une campagne un peu anormale aussi, et puis qui va être marquée par un très fort taux d'abstention, ce qui n'est pas courant en Italie. L'Italie est un pays qui vote beaucoup, alors que les élections de l'année dernière ont été marquées par l'abstention. Donc on a Giorgia Meloni au pouvoir. Quel bilan on peut faire rapidement de cette première année au pouvoir de Giorgia Meloni? La première, c'est la déconstruction de l'État social. On va avoir une pression croissante sur le monde du travail, sur les plus pauvres, et elle reprend ce discours de la lutte contre les assistés. Ce qui va symboliser cette déconstruction de l'État social, ça va être la fin de ce qu'en Italie on a appelé il reddito di cittadinanza, le revenu de citoyenneté. Il faut savoir que l'Italie n'a pas de salaire minimum, n'avait rien d'équivalent au RSA qu'on peut avoir en France, et cette mesure de revenu de citoyenneté avait été instaurée par le mouvement 5 étoiles, hein, qui, pendant le gouvernement de Conte, et qui permettait en fait aux gens d'avoir un minimum pour vivre, les gens qui n'avaient pas suffisamment de revenus. Il y avait des conditions, ce n'était pas donné à tout le monde, ce n'était pas idéal, hein, il restait des problèmes économiques pour une partie de la population, mais ça permettait à plein de gens d'avoir pu sortir, hein, d'avoir pu passer le seuil de pauvreté dans lequel ils étaient, hein, et vous savez que là, de nouveau, on est dans une période d'inflation, de difficultés économiques. Donc Meloni, en enlevant ce revenu de citoyenneté, hein, va pousser une quantité de gens dans la pauvreté de nouveau. C'est une première mesure qui a été faite. Deuxième chose, elle va prévoir, là aussi elle va couper dans les dépenses, hein, c'est ce qui est prévu, donc couper dans les dépenses publiques. Il y a déjà une réforme des retraites qui est prévue, qui est pas favorable aux salariés. Donc là, on a des mouvements sociaux, hein, qui sont en train de se former en Italie, notamment de la part des médecins, des infirmiers qui étaient dans les rues et qui faisaient grève cette semaine, hein, pour justement lutter contre cette réforme des retraites qui va encore les pénaliser. Une chose qui a permis à l'Italie de se relancer et de survivre ces dernières années d'un point de vue économique, c'est ce qu'on a appelé le super bonus. Qu'est-ce qu'était que ce super bonus? C'est un peu l'équivalent de notre prime rénov française. C'est-à-dire que c'était de l'argent qui était donné aux ménages pour qu'ils puissent rénover leur maison, qui était très avantageux parce qu'ils ne dépensaient rien finalement, c'était pris en charge par l'État, par les subventions européennes, et ce qui a permis ces 2 dernières années de rénover énormément de bâtiments, énormément de maisons, que les Italiens par exemple puissent mettre la clim, ce qui, étant donné le monde dans lequel on vit maintenant et vers lequel on se dirige, la Méditerranée est fondamentale si on veut survivre, hein, ça va être un discriminant social d'avoir la climatisation. Donc il y avait ce super bonus qui a relancé le secteur de la construction, qui a permis à l'économie de se relancer ces 2 dernières années. C'est ça qui a porté finalement l'économie italienne. Meloni a décidé là aussi de baisser, ou en tout cas de modifier ce super bonus qui ne sera plus avantageux. Et donc il y a plein en fait, de chantiers qui se sont interrompus, qui n'auront plus de financement, et ce qui va là aussi provoquer des bouleversements dans l'ensemble du pays et une baisse des possibilités économiques du pays. Ah, alors, il y a ce plan de relance et de résilience, effectivement, qui est donné, qui est accordé par l'Union européenne à l'Italie. C'est un des principaux bénéficiaires de ce plan de relance de la suite le premier, hein, c'est celui qui a été le plus touché par la crise du Covid. Là aussi, il y a des négociations qui sont faites, hein, c'est en discussion ces dernières années, comment utiliser cet argent.
où l'investir, comment éviter qu'il finisse dans de mauvaises mains, quels projets faciliter, quels sont les secteurs, hein, c'est complexe, il y a beaucoup d'argent. Voilà, on est encore en train d'observer comment cet argent va être dépensé, quels effets ça aura, à qui ça va arriver. Hein, est-ce que les... milliards. Comment ? 210 milliards. 56 milliards, je crois. Plus. L'Italie, la France a touché 50 milliards, et l'Italie beaucoup plus, et l'Espagne après. Ok. J'avais pas les bons chiffres. Beaucoup plus. Enfin, dernier point pour le bilan de Meloni, la question sociale, la question des droits des personnes, hein, la question sociale. L'Italie est dans un grave problème de natalité qui touche beaucoup, qui investit particulièrement le pays depuis longtemps, hein, ça fait des décennies qu'il y a un problème de natalité en Italie, c'est de plus en plus important, cette question de la natalité. On prévoit que l'Italie, qui est environ à 60 millions d'habitants aujourd'hui, pourrait se retrouver en 2070 avec 47 millions d'habitants, donc une baisse drastique de la population. Donc on a une politique qui se voudrait nataliste de la part de Giorgia Meloni, au moins des discours. Après, concrètement, ces politiques et l'orientation idéologique va en fait peser sur les droits des femmes et notamment sur le droit à l'avortement. Il y a beaucoup d'associations qui dénoncent ces derniers mois de moins en moins de possibilités de pouvoir avorter librement en Italie. Pour quelle raison? Parce qu'en Italie, on a une santé qui est régionalisée, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le gouvernement central qui va prendre les décisions en matière de droit à la santé, mais ça va être des gouvernements locaux et régionaux. Il y a plusieurs régions italiennes qui sont à l'extrême droite, la Vénétie, les Marches par exemple, et ces régions vont encourager ce qu'on appelle en Italie les objecteurs de conscience. C'est des médecins, des pharmaciens qui décident qu'ils sont contre l'avortement et donc ils ne vont pas permettre aux femmes d'avorter. Ce qui fait que dans les Marches, par exemple, hein, je crois qu'il ne reste plus qu'une structure pour avorter et que les femmes doivent se rendre dans d'autres régions pour pouvoir bénéficier de ce droit à l'avortement. Donc elle n'agit pas hein, par des interdictions, il n'y a pas une loi spécifique ou la loi qui permet l'avortement qui a été remise en question, mais on va agir hein, ou alors en finançant ce que fait le gouvernement, des associations Pro Vita, hein, des associations qui défendent des politiques anti-avortement, que l'embryon est déjà un individu, etc. Et donc ce qui va, hein, ça va être de manière plus pernicieuse, on va avoir ce droit à l'avortement qui est en train d'être remis en question. Concrètement, là aussi si on réfléchit, c'est pas en empêchant les femmes d'avorter qu'on va stimuler la natalité. Hein, ce qui va stimuler la natalité, c'est des structures sociales pour que les femmes puissent avoir des crèches, les femmes et familles puissent avoir des crèches, que les femmes puissent travailler, ce qui n'est pas le cas en Italie, on est dans les plus bas taux de féminisation de l'emploi en Italie, et puis le fait qu'en fait les femmes, beaucoup de femmes qui travaillent vont aller dans d'autres pays parce qu'elles n'ont pas envie de rester en Italie, et donc en fait elles vont partir et faire des enfants ailleurs. Donc ce problème de natalité n'est pas lié à l'avortement, mais lié à d'autres raisons beaucoup plus structurelles hein, qui font que l'Italie a ce déficit de naissance. Il est 35, est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui, on se donne 10 minutes. Ok, alors je parlerai de la question migratoire. Voilà, donc ça c'était un peu je vais faire un petit bilan de... Voulez-vous du chauffage? Non. Ça va. Bon, là c'était une manifestation justement de cette année des féministes pour justement ce droit à l'avortement. Là je vais essayer d'aller un peu plus rapidement juste pour donner quelques éléments hein, donc, sur l'Italie, la question migratoire, parce que c'est une question qui nous touche aujourd'hui, même en France. Hein. Aujourd'hui, c'était le moment où on commence hein, la question de la loi sur la migration est passée. Ah, j'ai même pas lu, alors à 4 heures, il s'est passé quoi? Motion de rejet. Il y a une motion qui est passée, donc le projet de loi est rejeté. Bah, il repart au Sénat. Ah non, pour l'instant, mais voilà. On va discuter. Donc, c'est des questions qui nous touchent en ce moment.
si on le reprend l'histoire de l'Italie, l'Italie a été pendant des années une terre d'émigration. Émigration, c'est quand on sort d'un pays, ex-migration, immigration, c'est quand on prend du point de vue du pays d'arrivée. Donc nous, ceux qu'on voit arriver dans le pays d'arrivée, c'est des immigrants, et ceux qui partent d'un pays, c'est des émigrants. Sinon on parle de migrants, comme ça, c'est le terme le plus neutre. Donc, l'Italie a été une terre d'émigration pendant des années. Après l'unité italienne, je vous ai dit, pays touché par la pauvreté, en particulier dans le sud, on a des millions et des millions d'Italiens qui émigrent, notamment aux États-Unis, sur la côte Est, en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, en Europe, pour aller travailler notamment dans les mines, en Belgique, en France, en Allemagne. Ce type de migration va perdurer après la Deuxième Guerre mondiale. On va continuer à avoir des émigrations italiennes. Je vous ai parlé d'immigration interne, pendant le miracle économique. Et finalement, on considère que c'est à partir de cette crise économique de 1973, on va avoir un basculement, et où le seuil migratoire va basculer. On va avoir, à partir de 73, de cette deuxième moitié des années 70, plus de gens qui arrivent que de gens qui partent. Donc on passe d'une terre d'émigration à une terre d'immigration. Pour quelles raisons à cette époque-là? Parce que l'Italie, justement, s'est enrichie. C'est un modèle qui est un peu semblable avec d'autres pays européens comme l'Espagne, la Grèce. On a à peu près les mêmes modèles migratoires. Donc la croissance économique du miracle donne plus aux gens envie de rester, et puis aux gens de venir. Le marché du travail croît, il va y avoir une fermeture des frontières de la part des pays du nord de l'Europe après la crise de 73, donc les gens vont plutôt venir dans le sud, plutôt que d'aller dans le nord. On a une série de raisons qui permettent d'expliquer ce basculement. Dans les années 80, les processus migratoires sont encore vus comme temporaires. On ne pense pas que les migrations sont permanentes, on pense que c'est des gens, selon le modèle qui existait les décennies précédentes, des gens qui arrivent, qui travaillent et puis qui vont repartir dans leur pays. Alors qu'en réalité, on a déjà des phénomènes permanents, et on a déjà les politiques sur le regroupement familial aussi qui commencent. Donc des gens en France, nous on a surtout des migrations qui proviennent des ex-colonies de la France, de l'Algérie, du Maroc. On a demandé, parce que la France était demandeuse de gens qui travaillent aux habitants des anciennes colonies de venir en France pour travailler, et puis ils vont aussi faire venir leur famille, et c'est ce qui va expliquer pourquoi on a eu des migrations importantes de la part de l'Algérie et du Maroc. Donc, même si on a ces phénomènes migratoires qui conviennent aux pays d'arrivée, c'est à partir des années 80 qu'on va commencer à avoir ces discours sur le blocage de ces migrations, et des discours xénophobes et nationalistes qui vont commencer à s'imposer en Europe. Je vous ai dit, c'est à partir des années, la fin des années 80 que la Ligue du Nord, par exemple, se constitue en Italie. Donc on va avoir une croissance d'un discours xénophobe dans ces pays, face à des migrations ou des gens qui arrivent qui sont mal accueillis, qui, comme les migrants dont je vous ai parlé, qui du sud vers le nord, qui se retrouvent dans une forme de ségrégation dans les villes, ils vont prendre les logements qui sont ceux des pauvres, finalement, et donc on va avoir une superposition entre les classes sociales les plus défavorisées et les migrants, alors qu'avant c'était d'autres types de populations, les ouvriers, les paysans par exemple, qui occupaient ce bas de l'échelle sociale. Alors, je vous ai mis les différentes lois de l'immigration italienne. Une des caractéristiques de cette discipline migratoire en Italie, ça va être le fait qu'il n'y a pas eu de loi pendant très très longtemps. C'est des lois qui ne s'adaptent pas en général au changement. Et puis ça va être, d'un côté, on va régulariser massivement à travers des vagues de régularisation les étrangers qui sont sur le territoire, et puis de l'autre côté, on va créer l'illégalité dans laquelle se trouvent beaucoup de personnes. Pourquoi on crée l'illégalité? Parce que comment on peut arriver sur un territoire? On peut y arriver de manière légale, c'est-à-dire avec un permis de tourisme, avec un travail. Ça, c'est quand on arrive de manière légale dans un pays. Seulement, une fois que le permis n'est plus valable, on va devenir
illégaux. Et là, on va pouvoir aussi demander, il y a d'autres gens qui demandent l'asile politique, par exemple, en attendant qu'on puisse obtenir l'asile ou pas, on est dans cette forme d'entre-deux, d'illégalité, légalité, ce qui va créer en fait la souffrance aussi qui est liée aux migrations. On est dans un entre-deux, on ne peut pas construire de vie, c'est très difficile d'être dans cet entre-deux par rapport à la loi, et c'est ce qu'a favorisé notamment cette législation italienne qui finalement ne s'adaptait jamais à la réalité, ne prenait jamais en compte la réalité migratoire en Italie. Autre caractéristique de l'Italie, ça va être l'hétérogénéité des provenances. En France, on a, je vous l'ai dit, des migrations surtout de la part des ex-colonies. En Italie, on va avoir beaucoup de nationalités qui sont représentées. Là aussi, pour la place particulière qu'a l'Italie en Méditerranée, notamment, on va en parler pendant la crise migratoire de 2013-2014. Donc, l'hétérogénéité des provenances, et troisième point qui va caractériser l'Italie, mais ça aussi ça peut marcher pour la France, c'est les secteurs d'activité où vont travailler les migrants. Les migrants vont travailler dans les secteurs, dans les emplois que les Français ou que les Italiens ne veulent plus faire, où on ne trouve plus suffisamment de main-d'œuvre. Pour l'Italie, ça va être notamment dans l'agriculture. Le sud de l'Italie, la Calabre, la Sicile va employer beaucoup de main-d'œuvre migrante, parce que les Italiens n'y travaillent plus. Deuxième secteur, ça va être les petites et moyennes entreprises, parce que les conditions sont très difficiles aussi. Donc là aussi en Italie, on va avoir une forte représentation des migrants, des étrangers dans les petites et moyennes entreprises. Et puis pour les femmes, ça va être tout le secteur du soin, du care, les aides, les aides-soignantes, les badanti, c'est-à-dire les aides à la maison. Donc là, ça va plutôt être les femmes migrantes qui vont être dans ces secteurs-là. À côté de cette sectorialisation, on va avoir une ethnicisation aussi de ces secteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des nationalités qui vont être beaucoup plus représentées dans certains secteurs. Les badanti, ces femmes qui aident, ça va surtout être des personnes de l'Est, par exemple, en Italie. On va avoir les aides-soignantes, ça va pouvoir être les Philippines, par exemple, les femmes de ménage. Donc on va avoir des... par-dessus cette sectorialisation, on va avoir une ethnicisation de ces emplois. Ce qui est aussi une chose intéressante et qui mériterait d'être examinée en France aussi. J'en arrive à l'Union européenne. Petit rappel des instruments qui régulent l'immigration en Europe. D'abord, il y a la Convention de Genève de 1951, qui est relative au statut des réfugiés, et dont l'un des articles énonce le principe du non-refoulement, c'est-à-dire qu'aucun des États européens n'aura le droit d'expulser ou de refouler quelqu'un dont sa vie et sa liberté sont menacées. L'article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reprend cette Convention de Genève et se réaligne sur la Convention de Genève. Donc c'est inscrit dans les statuts de l'Union européenne qu'on doit porter secours, qu'on doit donner le droit d'asile aux personnes qui sont en danger. Autre législation qui va être ajoutée dans les années, ça va être ce qu'on appelle le système de Dublin. Le système de Dublin, c'est né dans les années 90, on va avoir trois lois qui vont se modifier. La première, c'est de la Convention de Dublin, le deuxième, c'est le règlement de Dublin 2 et le règlement de Dublin 3. Qu'est-ce que c'est que ce système de Dublin? C'est des lois qui ont été mises pour éviter ce qu'on appelle le shopping de l'asile politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on a mis Schengen dans l'Union européenne, comme il y a une liberté de circulation, mais qu'on ne veut pas qu'il y ait des problèmes de conflit entre les États, en fait, les migrants, quand ils arrivent dans un pays de l'Union européenne, c'est dans ce pays-là qu'ils doivent faire leur demande d'asile. Ils n'ont pas le droit, s'ils arrivent en Italie, d'aller faire leur demande d'asile en France. Il faut que ce soit l'Italie qui enregistre leur demande, et c'est l'Italie qui doit s'occuper de traiter cette demande. C'est un système qui est complété par une base de données qui récupère les empreintes digitales des migrants, les données administratives, et qui est consultable par tous les pays de l'Union européenne. Ce qui permet de savoir si quelqu'un a déjà fait une demande d'asile et de le renvoyer, si besoin, dans le pays où il a fait cette demande d'asile.
Enfin, troisième institution, enfin troisième point, c'est ce qu'on appelle Frontex. Frontex, c'est une agence européenne qui est censée faciliter la coopération internationale dans le domaine des frontières extérieures de l'Union européenne. Avec Schengen, on a ouvert les frontières intérieures. Qu'est-ce qu'on fait avec les frontières extérieures? L'idée, c'est de coordonner les pays européens à travers cette agence pour protéger les frontières extérieures, contrôler ce qui s'y passe, soutenir les opérations de rapatriement et d'expulsion des migrants irréguliers. Donc Frontex va s'occuper de cette structure extérieure, de ces frontières extérieures. Ce qui s'est passé parallèlement, c'est qu'on a externalisé les contrôles des frontières. Donc, non seulement Frontex s'occupe de ces surveillances, notamment à travers les gardes-côtes par exemple, mais on va avoir des accords faits entre l'Union européenne ou certains pays de l'Union européenne avec des pays comme la Turquie, le Maroc ou la Libye, pour que ce soit ces pays-là qui prennent en charge, en leur donnant des fonds européens, qui prennent en charge le contrôle des départs de leur pays, de certains camps de migrants ou des prisons, des terribles prisons de la Libye, où sont enfermés des gens qui viennent, qui ont fait un énorme voyage depuis les pays centraux de l'Afrique, qui traversent la Libye, qui sont enfermés pendant des mois dans des prisons où ils sont torturés, et puis qui vont essayer de passer en Méditerranée. Et donc, je termine, là je vous avais mis une carte de tous les camps de migrants d'expulsion ou pour rassembler les migrants en attendant qu'ils fassent leur demande d'asile dans l'Union européenne. C'est une carte qui date de 2016, qui est plus très à jour, mais qui représente un peu quel est cet arsenal qui est mis en place. Et puis, je voulais en arriver à cette crise des migrants, mais on pourra en reparler s'il y a des questions et ça vous intéresse, celle de 2013, 2014, 2015. Et là, c'est le nombre de morts qu'il y a eu en Méditerranée, 40 000 morts, bien évidemment des chiffres qui sont sous-estimés, mais pour voir quel effet ça a pu avoir sur ces pays. Et puis tout ça pour vous dire que si cette question migratoire est tellement importante en Italie, c'est à cause de ce système de demande obligatoire dans le pays d'arrivée, et donc c'est les pays qui sont au sud, où c'est les portes d'entrée de l'Europe, et donc c'est sur eux que se concentre toute la pression migratoire, en général sans aide de la part des pays européens. C'est dans cette situation difficile que se retrouvent les gouvernements italiens depuis des années, et puis surtout après cette crise de 2014-2015. Voilà, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé. Non, c'est très bien, merci beaucoup de la tenue.